Quel avenir pour le média radio 100 ans après la naissance du média en Argentine, près de 20 ans après la libéralisation de la FM en 1981 ? Le mode de consommation de la radio a changé, évidemment, et les patrons des grands médias, que vous allez entendre dans un instant, doivent réadapter l'offre. Forcément, pour réadapter l'offre, il faut une réorganisation des équipes, des savoir-faire derrière. Dans le même temps, ces dernières années, on a vu éclore des sociétés privées productrices de podcasts. Est-ce une nouvelle concurrence ? Comment fédérer ses alliés, au contraire, peut-être ? Bref, une nouvelle ère semble s'ouvrir depuis plusieurs années pour la radio. Pour en parler à Média en scène aujourd'hui, autour de Benoît d'Aragon, journaliste média au Parisien, nous accueillons Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France, Constance Benquet, directrice générale de Lagardère Média, Maya Salehi, directrice déléguée de Energy Group, et Alain Liberty, qui est président du CIRTI, le syndicat de producteurs de radio indépendantes, qui fédère plus d'une centaine de radios. Vous avez 40 minutes, messieurs, dames, pour débattre, et je précise à l'intention des internautes que vous pourrez poser des questions, et on l'espère, vous aurez des réponses en toute fin de cette table ronde. Merci Cyril. Alors avant de commencer, c'est l'actualité du jour. Ce matin, Médiamétrie a publié les audiences de toutes vos stations pour les mois de septembre et d'octobre. Alors je ne vous demande pas de commenter vos chiffres, parce qu'en général, tous les patrons de radio nous disent qu'ils sont bons même quand ils sont mauvais. Mais on va parler du thermomètre de ces fameuses audiences. Elles sont recueillies à l'ancienne. Médiamétrie appelle tous les jours des Français au téléphone, comme pour un sondage d'opinion. Donc je voulais savoir, Constance Benquet, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer un peu tout ça ? Alors la mesure 126 000 de Médiamétrie est un outil qui est fiable, dans lequel le marché a confiance. Donc je pense qu'il ne faut pas le balayer d'un tour de main. En revanche, pour moi, je pense qu'il faut, enfin pour moi et d'autres, je pense qu'il faut l'enrichir pour permettre au rayonnement digital de nos marques d'être peut-être mieux testé, et puis pour aller peut-être vers une mesure qui s'appelle l'AIP, et qui est quelque chose qui devra dans le temps remplacer la 126 000, mais pour l'instant se baser sur la 126 000, l'enrichir et travailler ensemble vers quelque chose qui arrive à nous satisfaire tous. Alors, et surtout le marché. L'AIP, c'est l'audiométrie individuelle portée. C'est un boîtier, en gros, qu'on porte à la ceinture et qui capte automatiquement toutes les radios qu'on écoute. Mariam Salehi, ça vous plaît, ça, l'AIP ? Non, ça ne me plaît pas du tout, pour la simple et bonne raison que d'abord, il faut préciser, et là je rejoins en partie les propos de Constance, c'est que la 126 000 est une étude qui n'a cessé d'évoluer, de s'adapter, notamment de prendre en compte les nouveaux usages et les modes de consommation de la radio. Donc en cela, la 126 000 est un outil moderne parce qu'il n'a sans cesse cessé d'évoluer. Ensuite, ce qui est toujours très important, c'est que la modernité n'est jamais une fin en soi, surtout lorsqu'il s'agit de la mesure d'audience de la radio. Ce qui est important, c'est la fiabilité. La 126 000 est une étude fiable. L'AIP pose de nombreux problèmes. Le premier problème, vous l'avez dit, c'est le problème de la contrainte inhérente à cet appareil portatif qui est un peu aux antipodes du mode de consommation de la radio. Le matin, quand vous vous réveillez, votre premier réflexe n'est pas de mettre un appareil autour de votre cou. Et j'ai aussi zappé l'étape où on avait une ceinture sur le pyjama pour s'équiper de l'appareil portatif. Donc déjà, on voit bien que ça n'est pas conforme au mode de consommation. Ensuite, moi j'aime bien regarder aussi un petit peu ce qui se passe à l'international. Et je m'aperçois que la quasi-totalité des pays européens sont à la mesure déclarative, que seule la Finlande, la Suisse, la Norvège, et récemment les tout petits pays, donc 4 au maximum. Ça, c'est pour l'Europe. Tous les autres pays sont à la mesure déclarative. Et le marché américain, 82% des marchés US sont à la mesure déclarative, seuls 18%. Et donc, ça veut bien dire que, en ce qui concerne la mesure qui est la plus fiable et la plus représentative du mode de la consommation de la radio, c'est la mesure dite déclarative. L'AIP, c'est un peu, vous savez, votre iWatch qui mesure vos battements de cœur. Oui, ça, le truc automatique. Oui, mais c'est pas ça la réalité de la consommation. Sybille, vous trouvez que les chiffres sont fiables, vous êtes rassurée, et surtout, à voir les communiqués des stations de Radio France, on a l'impression que les podcasts sont très forts à Radio France. Est-ce que c'est pas dommage que les podcasts soient pas complètement intégrés dans cette mesure d'audience ?
Je pense tout d'abord que le média radio est un média du quotidien qui a une très grande place dans la vie des Français, puisqu'il y a encore entre 74 et 75% des Français qui écoutent la radio quotidiennement. Donc je pense que c'est des chiffres importants à rappeler pour montrer l'impact massif de ce média. Moi, je constate qu'on vit depuis quelques années une explosion des nouveaux usages, et notamment la radio s'écoute désormais en direct et elle se réécoute de plus en plus. Et la mesure actuelle ne nous permet pas de suivre finement cette réécoute. Par exemple, je ne sais pas, quand quelqu'un déclare qu'il écoute à 11h d'une de mes chaînes de radio, comment avoir la certitude que c'est bien l'émission qui passe, et comment pouvoir ensuite éditorialement répondre à l'attente des Français et avoir une ligne éditoriale qui soit très précise. Je pense que la mesure actuelle a une vraie force. D'ailleurs, elle est soutenue par tous les acteurs du marché. Néanmoins, il y a toute une évolution des usages qui n'est pas suffisamment prise en compte. Mais comme l'a très bien dit Constance Maquet, je pense qu'il faut aller un peu plus finement. On n'est pas là pour casser le thermomètre, mais en tout cas, on doit essayer de compléter cette mesure pour essayer d'intégrer des usages qui se sont diversifiés, et tant mieux, parce que ça veut dire que la radio, dont on disait il y a quelques années, est-ce que c'est un média d'avenir, on est en plein dans l'avenir, puisque l'écoute des formats audio a énormément cru sous différentes formes ces dernières années. Alors on va en parler. Alain, vous êtes dans quel camp? Alors vous êtes dans le camp de Mariam qui est plutôt contre l'évolution, ou dans le camp de Sybille Veil qui veut faire évoluer tout ça? Écoutez, alors d'abord, vos adhérents, ils pensent. Nos adhérents sont au premier chef, évidemment, concernés par un thermomètre de bonne qualité, mais je crois que c'est le cas. Je veux dire, aujourd'hui, Médiamétrie nous fournit des chiffres dont on voit la récurrence d'année en année, donc il serait fou de remettre en question le système actuel. Et puis, je rejoins également la position de Sybille sur le besoin d'évolution au naturel. La société autour de nous bouge, mais ça rejoint toutes les problématiques de la radio aujourd'hui face auxquelles elle se retrouve confrontée, la réglementation qui aujourd'hui nous empêche véritablement d'être compétitifs. Donc la mesure d'audience peut évoluer, mais n'oublions pas que le système actuel, et ça s'est révélé encore ce matin, reste extrêmement fiable. Un mot, c'est de ne pas opposer la mesure d'AIP et les 126 000, c'est d'enrichir l'AIP afin d'avoir des outils qui sont encore plus, vis-à-vis du marché publicitaire, qui sont encore plus fins et pertinents par rapport à cet audio, par rapport à ce qui est une opportunité pour nous, et donc qu'on soit capable de le comptabiliser. Ce matin, j'ai retenu un chiffre, moins 600 000, c'est ce que le média radio aurait perdu en septembre-octobre par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est pas flippant quand même de voir un grand nombre de Français qui a éteint son poste de radio, en tout cas qui a oublié de l'allumer, pour être plus précis, Mariam? Moi, je voulais quand même donner un chiffre. Je me suis placée en 2003, date à laquelle la 126 000 a été créée. Entre 2003 et 2019, on est passé de 41 989 000 auditeurs à 42 92 000 auditeurs. Donc, si on prend la période, parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur quelque chose de très très petit, depuis la création de la 126 000, on était à 41 millions et quelques, on est passé à 42 millions, c'est-à-dire que sur cette période, il y a plus 103 000 auditeurs. Donc, c'est un média qui se porte très très bien. Et donc, la radio, comme le disait très justement Sybille, aujourd'hui réunit plus de 75% de la population de 13 ans et plus. Bon, en tout cas, vous avez des nouveaux concurrents. Certains existent depuis plus de 10 ans. Il y a évidemment Spotify, Deezer, il y a aussi YouTube, il y a Apple, évidemment, qui distribue vos podcasts. Sybille Veil, Radio France vient de signer, vous venez de signer un accord avec Spotify. C'est important de signer des accords avec ces futurs concurrents qui sont parfois plus gros et plus implantés internationalement que votre groupe. Alors, il y a plusieurs aspects. D'une part, on peut être concurrent dans certains secteurs et partenaire dans d'autres. La preuve, c'est que nous sommes réunis aujourd'hui et nous sommes tous partenaires dans aussi une alliance qu'on a constituée ensemble pour une plateforme technologique de distribution sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois, qui est présidée par Jean-Éric Valli. Donc, la concurrence n'exclut pas le partenariat. Et aujourd'hui, ces plateformes de streaming comme Spotify ou comme Deezer, elles ont une pénétration parmi les jeunes, parce que compte tenu du poids de la musique chez les jeunes générations, qui est absolument majeure. Et plutôt que nos contenus soient écoutés sur des plateformes tierces sans
qu'on puisse en maîtriser les règles, ni la manière dont nos contenus sont exposés. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'on définisse les règles du jeu et que ce soit des règles du jeu qui ouvrent la voie de l'avenir. Donc, quelles règles du jeu on a posées ? On a posé plusieurs règles du jeu. Le respect de l'intégrité de nos contenus. On a défini une chronologie d'exposition de nos podcasts. Ils peuvent être écoutés 7 jours après la diffusion en direct pour les émissions quotidiennes et 30 jours pour les émissions hebdomadaires. Pour l'information, qui est l'une de nos missions essentielles en tant que média de service public, c'est beaucoup plus long, parce que là, on veut pouvoir y donner accès de manière beaucoup plus longue. Donc, on a défini des règles du jeu. Et je constate que progressivement, ces règles, elles font aussi référence dans un marché de deux qui se structure. Et je me réjouis qu'il ait maintenant des règles, parce que ça ne doit pas être la jungle. Et juste, Alain, la règle, c'est la gratuité, ou est-ce qu'il faut faire payer ces géants étrangers ? La presse, par exemple, s'est organisée pour essayer de faire payer Google le droit d'auteur sur les articles de presse. Est-ce que vous pensez qu'il faut défendre la propriété ou en tout cas la rémunération de la distribution des podcasts ? Bien évidemment, il faut faire payer, il faut protéger déjà la création radiophonique. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une sorte de vide juridique autour de ce qu'est la création radiophonique. Vous savez, si demain vous allez chez le coiffeur du coin et qu'il sonorise en diffusant une de nos radios, eh bien les artistes, les auteurs, compositeurs vont toucher le fruit du coût qu'aura payé votre coiffeur, mais les radios qui ont produit, au sens strict du terme, le contenu radiophonique, eux, ne toucheront rien. C'est absolument anormal. De la même manière, aujourd'hui, un statut juridique du podcast ne nous permet pas de le protéger convenablement. Donc oui, d'une certaine manière, l'évolution du droit voisin doit être prise en compte. Et puis je rebondirai quand même, vous me permettrez, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, il y a une chose qui me fait flipper quand même quand on parle, pour reprendre votre expression par rapport aux radios, c'est qu'aujourd'hui, on dit les jeunes sont beaucoup sur les plateformes en ligne, mais peut-être aussi qu'on les favorise. Aujourd'hui, nous avons des problèmes juridiques, réglementaires qui s'imposent à nos médias, tout particulièrement aux contraintes liées à la musique, qui, d'une certaine manière, favorisent cette hémorragie d'audience, où elle est libre et gratuite sur nos radios, où elle est payante et suivi à la trace sur les plateformes. Donc réfléchissons au problème dans son ensemble, protégeons nos radios, nos contenus et ne laissons pas la porte ouverte au déploiement et au développement et au renforcement. Là, la décision de Radio France me surprend, même si évidemment j'en comprends la pertinence et le rôle de service public. Mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il est plutôt de notre intérêt de développer l'attractivité de nos audiences sur nos propres sites, sur nos propres applications, sur une application qui réunira demain l'ensemble des acteurs, plutôt que de donner ces riches contenus, très riches et de qualité, à ces plateformes en ligne. Constance, la monétisation, c'est comme ça qu'on dit, des podcasts, c'est... Je vais revenir 2 secondes, parce qu'on est passé assez vite sur l'état de la radio. Ouais. La radio est un mass média qui va bien à long terme, Mariam l'a souligné. En revanche, c'est vrai que compte tenu de ce qui se passe en ce moment, c'est un média de consommation en mobilité. Le télétravail, en tout cas dans la période depuis 6 mois, il faut quand même le dire, nous a été un peu difficile sur les audiences du média radio. Il y a moins de voitures qui circulent, donc moins de gens qui écoutent la radio. 48% l'écoute se fait en voiture, ou en tout cas en mobilité. Donc c'est vrai qu'on traverse quand même, en tout cas en termes d'audience, une période un petit peu difficile, d'une part. En revanche, c'est vrai, et ça revient sur l'efficacité du média radio, c'est vrai que c'est un média tactique et que par rapport à d'autres médias, la publicité, juste après le confinement, est revenue plus vite chez nous, puisque la radio accompagne les gens au point de vente, les pousse à vendre. C'est un média très actif sur la publicité. On va en parler de la pub. Donc c'est à noter en tout cas sur ponctuellement ce qui se passe pour la radio. Mais sur les podcasts, aujourd'hui, voilà, toutes vos émissions sont diffusables en podcast. Moi, j'en écoute beaucoup, je ne suis pas le seul. Vous gagnez assez peu d'argent dessus. Est-ce que la monétisation des podcasts, vous y croyez ou au fond, vous n'y croyez pas une seconde, ça ne vous rapportera jamais d'argent? J'y crois. Dans tout ce qui concerne la monétisation, j'y crois. En revanche, je pense que, et on le disait tout à l'heure, on revient au début de la conversation, c'est-à-dire qu'il faut que c'est un outil d'accessibilité, ça permet d'enrichir nos contenus et évidemment, c'est l'avenir de nos métiers, cet audio. En revanche, en termes de monétisation, il faut pouvoir les valoriser. Les valoriser et puis avoir une étude. Donc, on revient au début de la discussion. Il y a un auditeur qui demande, quelqu'un qui nous écoute, qui demande s'il y a une étude qui existe, qui est propre au podcast. La réponse est oui. Oui, mais enfin, oui, il y a une étude qui est de podcast, mais qui n'est pas
à mes yeux aujourd'hui, assez enrichi pour pouvoir en faire un outil comme la 126 000. Donc c'est vrai que le modèle économique des podcasts aujourd'hui... Est-ce qu'il faut faire payer les plateformes globales, les plateformes internationales? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Alain, c'est-à-dire qu'il faut évidemment faire des accords avec eux. On n'est pas contre eux, on travaille ensemble. En revanche, on a une richesse de contenu que nous devons évidemment faire payer et trouver des accords entre nous, on l'a dit, avec la naissance de ce qui va se passer en début de semaine prochaine, et puis vis-à-vis des plateformes, de trouver des accords avec eux. Ce ne sont pas des ennemis. Simplement, on a un contenu, c'est pareil qu'avec Google et les droits voisins en presse. Sauf que la presse a du mal à faire appliquer le droit voisin aux géants du web. On va y arriver. On va y arriver. Vous êtes confiante d'arriver à monétiser vos podcasts? Moi, les podcasts qu'on diffuse, c'est de manière gratuite. Public, vous avez moins de problèmes. Mais juste sur cette question très simple, dans tous les accords qu'on signe, ce sont les mêmes règles pour toutes les plateformes, les plus petites françaises comme les plus grosses. Et à chaque fois, il y a une chose qu'on demande, c'est le respect de tous les accords avec les organismes de gestion collective sur les droits d'auteur, les droits voisins. Donc c'est aussi préserver la valeur et la création de valeur dans le secteur. Mariam, votre concurrent, c'est peut-être plus ces sites qui font des playlists, qui proposent de faire des découvertes musicales, ce qui est un peu votre métier de radio musicale. Est-ce que vous, cette concurrence de ces géants du streaming, des Spotify, des Deezer, est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ? C'est quelque chose qui nous préoccupe et pas que je redoute si les pouvoirs publics prennent conscience du danger de ces plateformes et de tout ce qui est mis en place. Oui, absolument. Tant que ces plateformes opèrent en toute quiétude, sans la moindre régulation, alors que les radios musicales subissent une régulation très lourde et pour partie obsolète, les pouvoirs publics ont récemment pris un petit peu la mesure pour la télévision face à Netflix. Mais on oublie de dire que Netflix est à la télévision, enfin Spotify est à la radio, ce que Netflix est à la télévision. Et donc on a entendu parler beaucoup de la transposition des directives SMA, etc., pour essayer de rééquilibrer, et encore tout n'est pas fait pour la télévision, mais il est urgent de se préoccuper des radios et des radios musicales parce que toute cette réglementation, cet étau, ce carcan dans lequel nous, par moments on peut le dire, nous étouffons, en réalité va diriger nos auditeurs vers les plateformes. Lorsque nous avons les quotas, lorsque nous avons surtout les surquotas, parce qu'encore une fois, je tiens à le dire, aucun de nos groupes, personne n'est contre notre exception culturelle française et les quotas de chansons françaises. Parce que la chanson française, lorsqu'elle est riche, lorsqu'elle est diverse, c'est aussi un élément différenciateur. Vous avez dit tout à l'heure que les plateformes faisaient découvrir la musique. C'était inexact, parce qu'encore une fois, selon un sondage, ce sont les radios musicales qui sont les premiers prescripteurs en matière de musique. Donc, il est très important de permettre aux radios musicales d'essayer d'aborder cette concurrence à armes un peu moins inégales. Vous trouvez que c'est des concurrents déloyaux, la fiscalité, sur ce genre de choses ou... C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte. Ils n'ont aucune contrainte, ils ont des avantages, fiscaux, mais c'est surtout qu'ils n'ont absolument aucune contrainte éditoriale. Et donc là, c'est une concurrence qui aujourd'hui est très inégale. Et les quelques mesures que nous sollicitons, c'est pour rendre cette concurrence à armes un peu moins inégale. Là-dessus, il y a un consensus des radios indépendantes, par exemple Oui, tous nos groupes, malgré leurs différences, et nous sommes quand même, certes confrères mais concurrents, nous sommes absolument tous d'accord. On tire le constat qu'aujourd'hui, ces règles sont obsolètes. Je rappelle qu'elles datent de 1994, avant l'invention du MP3, et pourtant on nous impose, à l'heure des plateformes numériques, de les appliquer encore et toujours, sans une véritable mise en perspective et adaptation à notre époque. Il faut impérativement qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs acceptent de discuter et de se mettre à la page de nos auditeurs. Donc vous avez l'air d'être d'accord pour discuter, là. Vous avez l'air non, mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est avec les pouvoirs publics, plutôt. Avec les pouvoirs publics, l'industrie du disque. Vous savez, je voudrais juste rappeler pour les auditeurs qui aujourd'hui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas ce que sont ces fameux quotas. En fait, aujourd'hui, nos radios sont soumises à des quotas de chansons de diffusion francophones. Françaises, francophones, non pas françaises, francophones, la nuance est importante.
Je vais vous donner un exemple des effets pervers et de la dérive que subissent certaines de nos radios aujourd'hui. Si vous êtes une radio que vous diffusez majoritairement du rock, sachant qu'il n'y a pas ou quasiment pas de production de rock francophone, vous êtes hors la loi. Et donc, on vous demandera à la place de diffuser de la variété française, même le cas échéant, peu importe, du rap, à partir du moment où vous diffusez du francophone. On est face à une situation qui frise l'absurde par certains cas. Soyons raisonnables, raisonnons ensemble et trouvons des solutions qui permettent au final de maintenir ce véritable soutien par la diffusion sur nos ondes des artistes français. Votre gros chantier à tous, c'est qu'en plus de l'AFM, vous êtes en train de changer de façon de diffuser la radio. Ça s'appelle le DAB+. Le déploiement a commencé en 2014. Il va s'accélérer l'année prochaine, en 2021. Le 5 novembre dernier, ça a été lancé à Bordeaux, à Toulouse. En 2021, ce sera à Avignon, à Dijon, à Toulon. Enfin, il y a beaucoup de villes de taille moyenne. Alain Liberty, est-ce que c'est une bonne chose pour des radios indépendantes d'avoir une double diffusion, d'être en numérique et d'être en hertzien en même temps ? Alors, je ne veux pas parler pour mes confrères, mais je dirais que c'est bon pour la radio en général, pas seulement pour les radios indépendantes. Mais je ne sais pas si tout le monde sera du même avis. Je pense que le DAB, tout comme le numérique que nous avons partout autour de nous, aujourd'hui est absolument indispensable. Il n'y a qu'à regarder la photographie du DAB partout en Europe. La France a accumulé beaucoup de retard. Donc il n'est plus temps de se lamenter sur ce retard. Il faut véritablement avancer. Il faut avancer et il faut avancer rapidement pour compenser ce retard. C'est au bénéfice de l'auditeur, c'est-à-dire souvent plus de programmes, un son de meilleure qualité, des données associées et surtout les usages du numérique qui aujourd'hui sont essentiels pour le jeune public. On parlait des plateformes tout à l'heure du jeune public. Le jeune public aujourd'hui, il est habitué à une qualité de son, pas de crachotement, aux pochettes, aux données associées. Et demain, sur un plan publicitaire, le DAB, c'est aussi des nouvelles opportunités. Constance, est-ce que c'est des revenus supplémentaires, le DAB+, ou est-ce que c'est juste des coûts déjà, supplémentaires ? pour l'instant, alors justement, il faut le timer, il faut le mettre en perspective sur le temps. Aujourd'hui, le DAB+, c'est incontestable, présente de nombreuses opportunités, en particulier une que tu as oubliée, qui est la couverture, qui sera constante de manière interville, on n'a plus besoin de changer de fréquence, comme quand on est sur l'autoroute, et c'est insupportable. Et la continuité de la couverture et ça fait évidemment du bien aux médias radio. Maintenant, et je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période un petit peu délicate, donc c'est vrai que ça va demander quand même pour nous, ça nous demande des investissements dans une période. C'est quoi les investissements concrètement pour un groupe comme le vôtre ? Ça se compte en millions d'euros, en centaines de milliers. Enfin, c'est pas que pour mon groupe, c'est par radio de l'ordre de centaines de milliers d'euros par radio. C'est la première année, plusieurs centaines de milliers par radio. Et à terme, après, il y a des montées en charge. Et donc, en tout cas, en ce moment, ce sont des coûts. Donc, c'est vrai que sur les investissements, ce n'est pas l'année idéale pour réaliser les investissements sur le DAB+. Simplement, tout ce qui favorise l'agrandissement et en tout cas l'écoute du média radio, on ne peut pas être contre. Donc, on est pour, simplement en termes de calendrier. C'est un peu dur. C'est un petit peu dur cette année. Maintenant, en termes de retombées publicitaires, c'est trop tôt pour en parler. C'est trop tôt pour en parler. Pour l'instant, c'est quasi nul. Mariam, vous êtes à fond pour le DAB+, ou vous traînez les pieds ? Je suis exactement comme Constance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un vecteur de distribution qui est là, les radios du groupe, comme l'ensemble de nos radios, doivent être présents sur ce vecteur de distribution. Comme le disait très justement Constance, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème de temps. C'est la crise sanitaire que nous traversons tous, absolument. Mais est-ce que l'AFM va s'arrêter un jour, Sybille Veil ? Est-ce que c'est dans les projets, ou on aura toujours ces deux façons de recevoir la radio qui vont cohabiter ? Je pense que sur le développement d'une technologie, ça dépend d'une part de l'investissement et surtout de la manière dont au final, le consommateur, donc l'auditeur, va se comporter. Donc, ce que je trouve important, c'est qu'aujourd'hui, on voit que se dessine une envie de l'ensemble des acteurs de la radio. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est un DAB+, on en parle depuis très très longtemps, donc c'est plutôt très positif que les acteurs veuillent y aller, parce que tout ce qui va dans le sens de la modernisation de ce média, avec une diffusion la plus moderne dans un moment où en fait on sait que la concurrence avec d'autres types de médias est très forte. Tout à l'heure on parlait des plateformes de streaming, donc c'est du numérique IP et pas du DAB+.
Donc la question pour moi fondamentale demain, c'est comment on fait en sorte que dans la voiture, et on sait que l'écoute de la radio est un média qui s'écoute beaucoup en mobilité. 48% d'écoute. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'être encore présent de manière très visible? Et je suis heureuse qu'on soit tous rassemblés derrière cet objectif. Après, on verra comment est-ce que les Français s'équipent. Et la question à la maison, à domicile, c'est une autre question. Donc il faut changer son transistor pour FM, enfin hertzien, pour un transistor numérique. Juste Alain, vous parliez tout à l'heure que effectivement les conditions économiques du moment compliquent un peu ce passage en DAB+. Vous avez des aides publiques pour vous aider à passer en DAB+, ou pas? Non, il y a cette année, de manière très ponctuelle, exceptionnelle, une aide gouvernementale pour la diffusion, une sorte de ballon de 30 millions d'euros qui sera réparti entre l'ensemble des radios privées et chaînes de télévision privées également. Mais en fait, c'est relativement faible par rapport au coût réel de la diffusion. Et puis c'est cette année. On ne sait pas comment va se comporter le marché par rapport à l'année prochaine, mais puisque vous le soulignez, on a évidemment alerté les pouvoirs publics sur le sujet. Je pense que le DAB et la diffusion broadcast, c'est aussi une question de souveraineté de l'État. La diffusion broadcast, c'est la régulation. Donc c'est aussi les médias que l'on veut pour demain. Il faut se poser de vraies questions quand on regarde aujourd'hui les dérives qu'on constate sur les réseaux sociaux liées aux fake news. Donc si on veut demain conserver une certaine souveraineté de l'État, et en accompagnement des médias par la régulation, je pense que l'État, à un moment donné, va devoir aussi accompagner les radios dans ces périodes difficiles, notamment sur le déploiement du DAB. Oui. Bon, en tout cas, elle vous menace sur la publicité. C'est aussi un des dossiers chauds qui je sais, vous alerte. Marianne, notamment. La Convention citoyenne pour le climat a envie de réguler la pub en interdisant notamment la publicité pour les produits les plus polluants et contre les incitations à la surconsommation. Ça veut dire que pour les hypermarchés, les pubs pour les hypermarchés que j'entends régulièrement sur les antennes du groupe Énergie, vous craignez de ne plus avoir le droit de faire de pub pour les hypermarchés? Oui, bien sûr, cette convention citoyenne qui se pose en interdiction publicitaire, c'est un vrai sujet à plusieurs titres. Là, d'abord, c'est que nos radios, toutes nos radios ici présentes, ont toujours été sensibles aux enjeux écologiques et on a toujours, à travers nos animateurs, nos programmes et nos lignes éditoriales différentes, on a toujours embrassé ces enjeux écologiques. Donc c'est quelque chose que nous avons, que nous accompagnons et pas besoin d'interdiction aussi violente. Ensuite, les secteurs visés par cette convention citoyenne représentent, sauf erreur de ma part, près de 50% des revenus du secteur. C'est-à-dire entre automobile, distribution, automobile, grande distribution, c'est 50%. Donc ça voudrait dire demain que les radios privées, donc on est au-delà, on n'est plus dans un enjeu de chiffre d'affaires et de monétisation, on est dans un enjeu de démocratie et de pluralisme des médias. Si 50% de nos revenus disparaît, et nous disparaissons avec. C'est ça, Constance, l'enjeu, c'est que si jamais cette règle passe, vos radios mettent clé sous la porte. Comme l'a dit Mariam, on est tout à fait enclin à discuter, parce qu'évidemment, on est très sensible à ces sujets-là. En revanche, nous, radios privées, 50% de chiffre d'affaires en moins, terminé. Et s'il y a des mentions légales un peu plus longues que d'habitude, c'est quelque chose que vous... Mais on en a déjà. Mais on en a déjà, elles sont déjà beaucoup trop longues, donc les mentions légales, c'est un autre sujet. En revanche, je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, avec le CSA, avec le contrôle du CSA, pour voir comment on peut travailler, comment on peut avancer ensemble, mais en tout cas, ne pas balancer cette loi tellement drastique qui fait que ce sera la fin des radios privées. Donc quand vous avez appris ça, vous avez bondi dans vos bureaux respectifs. Ensemble, on a bondi ensemble. Aussi, c'est un enjeu pour les radios locales, notamment. Évidemment, Marianne vient de le dire, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Pour les radios indépendantes, quand on cumule la grande distribution et l'automobile, c'est 70% du chiffre d'affaires. Donc soyons quand même très très attentifs. Sans ce financement, ce seul et unique mode de financement aujourd'hui, il n'y aurait pas de radio associative. Nous sommes le premier employeur de la radio privée en France. Donc l'impact pourrait être tout à fait catastrophique. Et Sybille Veil, vous, les SUV notamment, j'entends plus de temps en temps des humoristes de France Inter vous accuser de passer des pubs pour des SUV polluants. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez à Radio France ? C'est plus qu'une réflexion, puisque cette semaine, on a annoncé un verdissement de la publicité sur les antennes de Radio France. Et je pense que ça répond à une attente extrêmement forte de nos auditeurs. Les émissions, on a plus d'une centaine d'émissions par semaine qui, de près ou loin, portent sur des questions ayant trait à l'environnement. 27 heures par semaine sur la transition écologique. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important. On a fait une consultation au mois de septembre, dont j'ai eu les résultats il y a quelques jours, sur l'attente des citoyens à l'égard des médias de service public. L'environnement ressort comme la première préoccupation.
Donc je pense que sur des causes comme celle-ci qui concernent l'avenir aussi de l'homme, c'est des causes qui sont les causes de notre époque, c'est important que le service public soit engagé. Sur beaucoup de sujets, aujourd'hui, on est d'accord, et je trouve ça très positif, que le secteur de la radio partage beaucoup de préoccupations. Mais sur la pub, il y a une divergence. Sur la publicité, je crois que c'est un sujet sur lequel, en tout cas, nous, on essaie de faire preuve de responsabilité et donc de modération. Je pense que ces deux mots-là sont importants quand on parle de la publicité sur les antennes de Radio France. Et l'histoire de cette publicité, ça a été beaucoup des messages d'intérêt général, donc des publicités qui ont une forme d'utilité aussi dans les messages qui sont passés. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc on a annoncé, à compter du 1er janvier 2021, 3 mesures très fortes. Une première sur des espaces gratuits pour des acteurs engagés sur des sujets environnementaux. Ensuite, une exposition beaucoup plus forte sur les heures de prime de la radio, en particulier les matinales, sur des produits éco-responsables. Et on le fait aussi sur nos podcasts, parce que c'est un secteur d'avenir. Et donc, je pense que c'est un engagement encore plus fort de le faire aussi sur le numérique. Mais pas d'interdiction pour le secteur automobile de communiquer sur vos antennes. Alors, il y a une question très simple qui s'appelle le refus de vente. Donc, juridiquement, le refus de vente, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Et de toute façon, dans nos auditeurs, il y en a... C'est comme c'est la société française, hein, c'est 15,5 millions d'auditeurs chaque jour. Il y a des gens qui prennent le vélo, il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils habitent en périphérie de grandes agglomérations. Et les mesures qu'on prend, à quoi elles visent ? Elles visent à montrer qu'il y a des solutions concrètes. Donc, on soutient les acteurs qui travaillent sur ces solutions-là, sur les produits éco-responsables. On n'est pas là pour exclure ni pour stigmatiser. Et encore moins pour donner de leçons à qui que ce soit. Donc ce sont des mesures d'incitation. Bon, Constance, vous avez dû applaudir quand vous avez vu ces décisions. Les annonceurs de l'automobile vont pouvoir aller chez vous. On n'a pas tout à fait la même donnée économique que le système, que les radios publiques, nous radios privées. C'est vrai que nous n'avons pas d'aide, nous n'avons pas de subvention. On est dans un marché publicitaire qui est délicat. Donc on a exactement la même problématique de sensibilité des rédactions, quelle qu'elle soit, que ce soit l'information, le divertissement, au développement durable et à tous ces combats. En revanche, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas vendre de publicité. De ne pas vendre de publicité. Et nous prenons tout avec plaisir, venez chez moi et tout va bien. Mais évidemment, sur le principe, je suis d'accord avec vous. Mais on n'a pas le même système de subvention. Oui, soyons attentifs, ne tombons pas dans la caricature. Aujourd'hui, évidemment, aucune de nos radios ne souhaite diffuser à tout crin des publicités pour des produits polluants. Ce n'est pas ça, en fait. Aujourd'hui, la publicité, c'est notre seule et unique source de revenus. Si demain, l'État fait en sorte d'interdire tous ces produits polluants, par effet de conséquence, il n'y aura plus de publicité pour ces mêmes produits. Vous voyez, ne portons pas la responsabilité forcément sur celui qui va diffuser de la publicité. Nous sommes en bout de chaîne. Et que si demain on veut nous accompagner pour transformer notre modèle économique, eh bien nous sommes là, nous sommes prêts à tendre la main. Je vous parlais tout à l'heure de la reconnaissance de la création radiophonique. Voilà une vraie voie d'évolution qui ne compensera pas, en tout cas pas avant très longtemps, les revenus publicitaires, mais en tous les cas, une façon d'accompagner de manière vertueuse ce changement de modèle économique qui aujourd'hui ne dépend malheureusement que de la publicité. Bon, juste une petite précision, il ne faut pas oublier que la rémunération de notre exception culturelle est assise sur notre chiffre d'affaires. Et donc, si on veut une exception culturelle riche, si on veut continuer à promouvoir les artistes, et j'insiste bien sur les artistes et la chanson française, c'est le chiffre d'affaires publicitaire qui sert d'assiette pour la rémunération des droits d'auteur et des droits voisins. C'est le financement de l'exception culturelle. Je ne sais pas si vous le savez, en France, il y a plus de 1000 radios. On l'oublie trop souvent parce qu'on pense évidemment tout de suite aux radios de nos groupes respectifs, le service public, les grands groupes nationaux. Mais en France, il y a aussi plus de 600 radios associatives. Alors, je ne me fais pas aujourd'hui leur porte-voix, mais en tous les cas, elles représentent souvent des liens, des collectivités diverses et variées, des opinions qui ont aussi besoin de s'exprimer. Nos radios aujourd'hui sont présentes partout en France, sur tous les territoires. Elles diffusent des radios et des thématiques musicales qui n'existent pas ailleurs. Donc ces 1000 radios aujourd'hui, si elles existent, en grande partie et quasiment totalement, c'est grâce à la publicité. Grâce à la publicité. Et des emplois, plus de 7000 emplois. Absolument. Donc c'est une vraie économie. On fera un point l'année prochaine, si vous voulez bien, pour vérifier si ces lois sur la publicité sont passées ou pas, si votre lobbying a réussi. Et puis, et merci d'être venus à tous les quatre.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation du festival Média en scène. On a noté la radio éco-responsable. C'est l'un des axes de développement à l'heure où la radio rentre dans son 2e siècle d'existence. Merci, je rappelle le nom des invités. Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France. Constance Benquet, directrice générale de Lagardère Média. Mariam Salih, directrice déléguée d'Energy Group. Et Alain Liberty, qui est président du CIRTI, syndicat de radio indépendante. Le débat était animé par Benoît d'Aragon, spécialiste média au journal Le Parisien. Un rendez-vous à noter dans 1 heure sur Média en scène. On va parler sport, le modèle économique. On a parlé à l'instant du modèle économique de la radio qui était un petit peu bouleversé. On a beaucoup insisté sur les recettes publicitaires en baisse en raison de la crise sanitaire. Qu'en est-il dans le sport? Le modèle économique est-il aujourd'hui fragilisé, notamment dans les retransmissions du football avec le sulfureux dossier du rachat de Mediapro, des droits du football. Rendez-vous à 17 h sur Média en scène.